أجواء إيجابية إن شاء الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Une transition politique et un cessez-le-feu voté à l'unanimité hier à l'ONU. Le Conseil de sécurité esquisse un plan de sortie de crise en Syrie. Un point n'a pas été évoqué, le sort de Bachar el-Assad. Hassan Yacoub, entendu par le parquet à Babda, l'ancien député du mouvement Amal pourrait être impliqué dans l'affaire Kadhafi. Ses proches ont manifesté aujourd'hui devant le palais de justice. Cessez-le-feu très fragile au Yémen. L'émissaire spécial de l'ONU se dit très inquiet face aux nombreuses violations de la trêve. Le représentant onusien tente de faire revenir les différentes parties à la table des négociations. Hier soir, c'est à l'unanimité que l'ONU a adopté une résolution sur la Syrie, un texte de compromis qui n'évoque pas le sort du président syrien. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont choisi de donner un cadre légal à la feuille de route signée à Vienne en octobre et novembre dernier. Cédric Ferreira nous en dit plus. Un vote à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, malgré des négociations difficiles. 4 ans et demi après le début de la guerre en Syrie, les grandes puissances ont entériné un plan de paix. Ce Conseil envoie un message clair à toutes les parties qu'il est temps de mettre fin aux tueries en Syrie et qu'il faut préparer le terrain pour un gouvernement que le peuple de cette terre déchirée, peuple qui souffre depuis longtemps, peut soutenir. Le texte reprend la feuille de route mise au point par les grandes puissances à Vienne il y a quelques mois. La résolution prévoit notamment l'ouverture de négociations début janvier entre le régime syrien et l'opposition. L'instauration d'un cessez-le-feu d'ici un mois avec un mécanisme de surveillance. Et enfin, la création d'un gouvernement de transition dans les 6 prochains mois. En revanche, le sort réservé à Bachar el-Assad n'est toujours pas réglé. Il faut également des garanties sur le départ de M. Bachar el-Assad. Comment un homme pourrait-il rassembler un peuple qu'il a en grande partie contribué à massacrer ? La situation du président syrien reste le principal obstacle à un règlement politique du conflit. Pour les Occidentaux, Bachar el-Assad doit quitter le pouvoir. Mais la Russie, alliée de Damas, s'oppose toujours à son départ. 18 migrants sont morts noyés la nuit dernière en mer Égée. Leur embarcation a fait naufrage au large de la Turquie. Ils faisaient route vers l'île grecque de Kalymnos. 14 autres personnes ont pu être sauvées par les gardes-côtes turcs. Parmi eux, des Syriens, des Irakiens et des Pakistanais. Tous ont été hospitalisés. Ils souffrent d'hypothermie et sont dans un état grave. Les proches de Hassan Yacoub se sont rassemblés devant le palais de justice de Babda. L'ancien député y a été entendu par le parquet. Son dossier a ensuite été déféré au premier juge d'instruction. Selon son frère, Ali Yacoub, si ce dernier dit faire confiance à la justice, il assure toutefois que ce dossier est, je cite, politique par excellence. L'ancien parlementaire du mouvement Amal avait été placé en garde à vue jeudi. Il est soupçonné d'être impliqué dans le bref rapt d'Hannibal Kadhafi la semaine dernière par un groupe armé dans la Bekaa. Ses ravisseurs ont libéré le fils de l'ex-dictateur libyen quelques heures plus tard. Hannibal Kadhafi est quant à lui soupçonné de dissimuler des informations sur la disparition de l'imam Moussa Sader en 1978 en Libye. Tamam Salam reporte à vendredi prochain. Le Conseil des ministres annoncé lundi. Selon le quotidien An-Nahar, peu de détails ont filtré sur le plan de résolution de la crise des déchets. Cette proposition pourrait demander aux municipalités de couvrir 25% du financement. L'État prendrait alors en charge les 75% restants. Certains responsables refuseraient de faire porter ce poids aux circonscriptions. La Sûreté générale a annoncé l'arrestation de l'émir de l'EI au Akkar. Ce Libanais a également admis avoir recruté plusieurs de ses compatriotes. Un autre Libanais a été arrêté avec lui. Les 2 individus sont suspectés d'avoir créé une cellule œuvrant au profit de l'organisation État islamique. Une ceinture d'explosifs a été trouvée au domicile de l'un d'eux. Des manifestations réprimées dans le sang en Éthiopie. Le bilan est lourd, au moins 75 tués, c'est après la pause.
On prend tout de suite la direction du Yémen où l'ONU tente de faire respecter une trêve très fragile. L'émissaire spécial onusien se dit très inquiet face aux nombreuses violations du cessez-le-feu. Ismaël Ould Cheikh Ahmed Demen appelle toutes les factions à respecter cet accord. Il tenterait actuellement de convaincre les différentes parties de revenir à la table des négociations. Des pourparlers ont lieu actuellement en Suisse, mais hier, la délégation des rebelles ne s'était pas présentée pour protester contre les violations du cessez-le-feu. À Mogadiscio, une fusillade suivie d'une explosion à la voiture piégée a fait plusieurs morts. Des hommes armés ont tout d'abord ouvert le feu sur les gardes du corps d'un responsable gouvernemental. Puis quelques minutes plus tard, un véhicule a explosé à l'arrivée de la police. Aucun bilan précis n'était immédiatement disponible, mais selon les forces de l'ordre, la plupart des victimes seraient des civils. Ces violences ont eu lieu sur une route très fréquentée menant au palais présidentiel. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les regards se sont rapidement tournés vers les Chebabs, ces islamistes somaliens affiliés à Al-Qaïda. Autre bilan lourd, au moins 75 tués lors de la répression des manifestations la semaine dernière en Éthiopie. Ces chiffres ont été diffusés par l'organisation Human Rights Watch. Les forces de sécurité ont ouvert le feu contre des manifestants dans la région d'Oromia. De son côté, le gouvernement assure que la mobilisation a dégénéré en violence. Il accuse les manifestants de terroriser les civils. Un projet d'agrandissement de la capitale, Addis Abeba, est à l'origine de ces manifestations qui ont commencé le mois dernier. Ce programme pourrait entraîner une série d'expropriations de terres, d'où les craintes de certains habitants de cette région, qui est la plus peuplée du pays et qui a sa propre langue, l'Oromo. Les Rwandais ont massivement voté hier pour réformer la Constitution, un texte qui autorise le président Paul Kagame à potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Les explications de Cédric Ferreira. Le décompte ne laisse aucune place au doute. Le oui obtient une très large majorité. Sans surprise, les électeurs rwandais ont soutenu massivement la réforme constitutionnelle favorable au président Paul Kagame. Ces 20 dernières années ont prouvé qu'il est possible pour un pays africain de se développer rapidement et efficacement. Voilà pourquoi je suis ici, pour m'assurer que nous restons sur le bon chemin. Si Paul Kagame pouvait gouverner l'Afrique, nous pourrions aller de l'avant. L'enjeu du scrutin, prolonger le mandat du chef de l'État. La Constitution actuelle ne lui permet pas pour l'instant de briguer la présidence après la fin de son mandat en 2017. Mais la réforme l'autorise à obtenir un nouveau mandat de 7 ans, puis 2 autres de 5 ans par la suite. Paul Kagame pourrait donc en théorie rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ce qui se passe, c'est le choix du peuple. Il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. Ce référendum n'a suscité aucune protestation, à la différence de ce qu'il s'est passé au Burundi voisin. La communauté internationale, États-Unis en tête, a enjoint le président à céder sa place aux nouvelles générations. La ville de Pékin est plongée dans un épais brouillard toxique depuis ce matin. L'alerte rouge est déclenchée pour la seconde fois en quelques semaines. Elle doit durer jusqu'à mardi. D'ici là, toutes les sources de pollution, comme les usines, ont été fermées. Une circulation alternée a également été décidée. Les écoles, elles, vont suspendre leurs cours. Si l'on est encore loin des pics de pollution enregistrés début décembre, ce nouveau smog reste très au-dessus du plafond maximal recommandé par l'OMS. On écoute quelques habitants qui se disent satisfaits des mesures prises par le gouvernement. Je soutiens les mesures de contrôle prises par le gouvernement pour la circulation alternée. Ça désengorge les routes pour ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer. Et cela aide à améliorer la qualité de l'air et réduire les émissions de gaz. Je crois que le gouvernement fait un meilleur travail maintenant. Auparavant, ils n'auraient jamais décrété l'alerte rouge, même en cas de danger. Aujourd'hui, ils émettent des alertes et prennent des mesures, alors on peut se préparer. C'est vraiment mieux que ce qu'ils faisaient avant. On vote demain en Espagne. Tous les scénarios sont possibles pour ces élections législatives. Le paysage politique espagnol a beaucoup changé ces derniers mois avec l'éruption de 2 nouveaux partis au centre droit et parmi la gauche anti-austérité. L'aspiration au changement est très forte dans le pays. L'emploi est un des principaux enjeux de ce scrutin dans un contexte de crise économique qui s'est soldé par plus de 21% de chômeurs. Florent Rodeau nous en dit plus.
Des spectacles de rue devenus indispensables pour survivre. Chaque semaine, ces artistes de flamenco sillonnent les routes espagnoles à la rencontre d'un nouveau public. Après 5 ans de crise, c'est une manière efficace de gagner sa vie. Mais comme bon nombre de leurs jeunes concitoyens, ces Espagnols ne sont pas satisfaits de leur situation et affichent leur désillusion. Il y a quelques années, on nous a vendu qu'il fallait étudier pour ensuite avoir un travail bien payé et digne. Mais on a vu que c'était un mensonge. Moi, j'ai de l'expérience professionnelle et un diplôme, mais je ne suis bien payé nulle part. Faire des performances comme celle-là dans la rue, c'est une autre manière de gagner de l'argent et d'avoir des opportunités. De toute façon, on n'a pas le choix. Conscients de la difficulté de trouver un travail, les partis politiques ont mis la question de l'emploi au centre de leur campagne. Avec un taux de chômage atteignant les 47% pour les moins de 25 ans, l'Espagne est l'un des pays les plus touchés en Europe. Les jeunes attendent donc beaucoup des élections législatives de dimanche. J'ai de l'espoir car j'ai le sentiment que lorsqu'une situation atteint sa limite, l'intelligence et la logique vous mènent à changer. Symbole de cette peur de l'avenir, les Espagnols ont pour la première fois depuis 15 ans fait moins d'enfants en 2015. Moins de naissances, mais également plus de départs à l'étranger. Au cours des 6 premiers mois de l'année, pas moins de 50 000 personnes ont quitté le pays dans l'espoir de trouver ailleurs une vie meilleure. Des chiffres qui dépassent même ceux de 2010, quand la crise économique était pourtant à son pic. On termine ce journal en musique. Édith Piaf, l'icône de la chanson française, aurait eu 100 ans ce samedi. Elle reste l'une des premières artistes françaises à avoir acquis une popularité internationale. Un siècle après sa naissance, son succès ne s'est depuis jamais démenti. Florence Gaillard. Une chanteuse frêle, fragile, dotée d'une des voix les plus puissantes. Décédée il y a plus de 50 ans, Édith Piaf est restée dans l'histoire de la chanson française comme un phénomène unique. Une artiste au timbre régulier et généreux qui se donne totalement à son public. Pourquoi ce timbre de voix donne la chair de poule? Pourquoi on a les poils debout quand on entend Milord ou Padam Padam? C'est cette voix, c'est ce vibrato, c'est cette intelligence pour jouer sur les rythmes, sur les césures. Elle a été géniale. Beaucoup de titres et de succès, parmi lesquels « Non, je ne regrette rien ». Une chanson qui aurait pu ne jamais voir le jour. Le compositeur Charles Dumont a tenté plusieurs fois d'approcher Édith Piaf, en vain. Quand le rendez-vous s'est enfin produit, le jeune homme a dû jouer 3 fois le morceau avant que la diva décide d'interpréter la chanson. La 3e fois, elle me dit « Écoutez, jeune homme, vous cassez pas la tête, vous faites plus de mauvais son. Cette chanson, elle vous suivra toute votre vie, ça sera un succès mondial, et grâce à elle, je vais faire ma rentrée à l'Olympia. » Édith Piaf remonte effectivement sur scène en 1960 avec ce titre, traduit en anglais pour le public américain. Par la même occasion, elle sauve de la faillite le théâtre de son ami Bruno Cocatrix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Une transition politique et un cessez-le-feu voté à l'unanimité hier à l'ONU. Le Conseil de sécurité esquisse un plan de sortie de crise en Syrie. Un point n'a pas été évoqué, le sort de Bachar el-Assad. Hassan Yacoub, entendu par le parquet à Babda, l'ancien député du mouvement Amal pourrait être impliqué dans l'affaire Kadhafi. Ses proches ont manifesté aujourd'hui devant le palais de justice. Cessez-le-feu très fragile au Yémen. L'émissaire spécial de l'ONU se dit très inquiet face aux nombreuses violations de la trêve. Le représentant onusien tente de faire revenir les différentes parties à la table des négociations. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. الأجواء إيجابية إن شاء الله.